Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business Matin Santé et aujourd'hui sur mon plateau, je reçois le docteur Kameni Ani. Elle est médecin en urologie et je reçois aussi le docteur Aoussou Henri. Il est gastro-entérologue. Bonjour, cher médecin. Bonjour Irène. Et merci d'être sur mon plateau. Alors aujourd'hui, nous parlons avec le docteur Ani Kameni de l'énurésie et avec le docteur Aoussou Henri, il s'agira d'aborder la question des hépatites aiguës et chroniques, précisément des hépatites virales B et C. Alors docteur Ani, nous allons commencer avec vous. On a décidé de parler de l'énurésie. Je voudrais qu'on définisse déjà ce que c'est que l'énurésie. Merci Irène. L'énurésie, c'est le fait qu'un enfant au-delà de 5 ans continue de faire pipi au lit. Si cet enfant n'a jamais cessé de faire pipi au lit, on va parler d'énurésie primaire. Mais si cet enfant avait arrêté de faire pipi au lit, c'est-à-dire il avait acquis sa propreté, on parlera dans ce cas d'énurésie secondaire. Très bien. C'est bien défini. Au-delà de 5 ans, normalement, un enfant ne doit plus faire pipi au lit. Voilà. Au-delà de 5 ans, normalement, l'enfant ne devrait plus faire pipi au lit parce que l'acquisition de la propriété se fait autour de 3 à 4 ans chez la fille. Et chez le garçon, ça se fait un peu plus tard, autour de 4 à 5 ans, peut-être voire 6 ans. Pourquoi c'est tardif chez le garçon? Les garçons, en fait, l'énurésie, on a constaté qu'il y avait une grande prévalence de l'énurésie chez les garçons que chez les filles parce que les garçons sont très souvent dépendants plus longtemps de leur maman par rapport aux filles qui deviennent indépendantes un peu plus tôt. Donc en fait, c'est sur le plan psychologique que cela a été décrit. Voilà. Ça me plaît, c'est une très bonne chose. Alors docteur, forcément, on a 2 catégories d'énurésie. Vous avez parlé d'énurésie primaire et de l'énurésie secondaire. Voilà, je voudrais savoir maintenant les causes de cette maladie, parce que c'est une maladie. Oui, l'énurésie, en fait, le fait de faire pipi au lit devient une pathologie, donc une maladie, lorsqu'elle devient permanente et persistante. Donc, c'est-à-dire un enfant qui a au-delà de 5 ans et qui mouille son lit toutes les nuits, ça, c'est déjà un problème. Et les causes, il faut chercher parce qu'il y a des causes qui je devrais dire organiques, c'est-à-dire qui ont une cause qui est visible, c'est-à-dire une origine qui est visible. Donc, c'est chez l'urologue, le médecin que l'enfant voit en consultation, il devra d'abord chercher une infection urinaire en premier lieu. Donc, il cherchait une malformation de l'appareil urinaire, des urétères, de la vessie et même de l'urètre. Il devra chercher aussi c'est-à-dire une cause héréditaire. Peut-être que le papa ou la maman est resté jusqu'à un certain âge et puis après, ça s'est arrêté. Il faudra aussi chercher chez cet enfant s'il n'y a pas des causes psychologiques qui sont très souvent retrouvées parce que les causes organiques ne sont pas très souvent retrouvées, mais c'est les causes psychologiques. C'est-à-dire que ce sera un enfant qui peut-être est maltraité à la maison ou un enfant qui a à l'école, la maîtresse le blâme tout le temps, un enfant qui est brimé par ses frères et sœurs, un enfant, peut-être parfois c'est un choc émotionnel, c'est-à-dire c'est un enfant qui était jusque-là enfant unique et dans la famille, il y a la venue d'un nouveau bébé, donc petit frère ou d'une petite sœur. Il est frustré, alors voilà, il est frustré, voilà, si on peut dire ça comme ça, et puis il se remet à faire pipi au lit. Ça peut être même aussi, très souvent, ça peut être déjà le reflet d'une maltraitance qui peut être une violence, donc un viol, un enfant qui est battu, comme je vous ai dit, un enfant qui peut-être qui est séparé de ses parents et qui aimerait voir sa maman, par exemple, les enfants qu'on envoie chez les tantes ou les cousins pour être élevés. Donc, très souvent, c'est le reflet d'une souffrance psychologique. Alors, docteur Henri, le docteur Annie parle de ce qu'on fait pipi au lit, c'est dû à beaucoup de facteurs. Est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait qu'on ait trop mangé? Vous qui êtes gastro-entérologue. C'est sûr que
lorsqu'on a beaucoup mangé et qu'on a une grande répression du tube digestif, le tube digestif étant au-dessus de la vessie, il peut exercer une action compressive sur la vessie et puis rendre favoriser donc un besoin plus pressant de vider sa vessie qui est comprimée, et donc c'est pas exclu que le fait d'avoir beaucoup mangé le soir puisse donner une, je dirais, si docteur Kameni me permet, une énurésie accidentelle. Oui, là-dessus, je devrais dire peut-être ça va occasionner le fait que le bébé, l'enfant mouille sa couche. Parce que comme le docteur l'a si bien dit, si vous avez mangé, l'enfant a mangé beaucoup et il a plus beaucoup bu. Voilà. Et ce qui suit, il va mouiller sa couche parce qu'il a tellement bu et il s'est couché peut-être tard. Si c'était pendant une fête à la maison, il peut mouiller son lit accidentellement, comme il a dit. Ok. Voilà. Alors, docteur, on parle de l'énurésie qui fait pipi au lit, mais est-ce qu'en dehors de faire pipi au lit, lorsque l'enfant qui normalement a atteint l'âge où il se prend en charge sur le plan hygiénique, est-ce que quand il fait pipi en dehors, il n'avise pas ses parents ou bien quelqu'un pour dire j'ai maintenant une envie pressante de faire pipi et qu'il le fait sur lui, on peut qualifier ça d'énurésie? Non, justement, l'énurésie, c'est le fait que l'enfant fasse pipi au lit de façon permanente et continue. C'est-à-dire, ce n'est pas accidentel, comme il a dit, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui se répète tout le temps, tous les jours. C'est-à-dire, l'enfant n'arrive pas à cesser de ne pas faire pipi au lit, n'arrive pas à acquérir sa propriété. Mais si c'est un enfant qui, par exemple, il a dormi tard et il a dit, il a pas pu se réveiller la nuit, il a fait pipi accidentellement et que c'est arrivé une fois, on ne va pas parler d'énurésie dans ce cas. Donc, il faut éviter de le frapper. Voilà. Donc, quand je parlais des causes, il y a les causes de l'énurésie aussi. C'est le fait que, en fait, l'enfant manque confiance en lui. Donc, c'est-à-dire que il se dit toujours qu'il a peur de mouiller son lit et il devient dépendant de ses parents et finalement, à ce moment, il fait pipi au lit. Voilà. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous êtes bien sur Business 24 et vous suivez Business Matin Santé. Je suis en compagnie de deux médecins. Il s'agit du docteur Annie Kameni qui est médecin en urologie et nous parlons avec elle de l'énurésie. À côté, nous avons le docteur Aoussou Henri, gastro-entérologue, et nous parlerons avec le docteur Aoussou Henri des hépatites virales B et C. Mais pour le moment, nous terminons avec le docteur Kameni. Docteur, je voudrais savoir maintenant quelles sont les conséquences de cette énurésie? Conséquences, il n'y en a pas vraiment. La principale conséquence, donc c'est-à-dire sur le plan physiologique, sur le plan organique, il n'y a pas de conséquences à l'énurésie. Mais sur le plan psychologique, c'est un enfant qui sera frustré, qui sera, c'est un enfant qui sera humilié, qui sera culpabilisé, complexé, voilà, qui sera culpabilisé par le fait que les parents tout le temps lui reprochent le fait d'avoir fait le pipi au lit, ou alors c'est un enfant qui, lorsqu'il a fait pipi au lit et qu'il y a un étranger dans la maison, la maman se met à crier dessus et commence à lui faire le reproche qu'il a mouillé sa couche, l'enfant aura honte, il sera humilié, il aura une baisse de l'estime de soi. Voilà, l'estime de soi et tout ça, et il sera complexé. Donc, en fait, ce sont des conséquences psychologiques qu'on aura plus que des conséquences sur le plan organique. Un problème psychologique sur le court terme et sur le long terme. Et sur le long terme. On pourrait l'avoir, mais ça pourrait réjaillir dans sa vie d'adulte. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que quand un enfant souffre d'énurésie, il faut une collaboration entre les médecins urologues et les médecins psychologues. Voilà, les pédopsychiatres ou les pédopsychologues. Voilà. Ok, donc on aurait dû avoir sur ce plateau, en plus de nos deux invités, un psychologue, et on va rattraper le coup la prochaine fois chez les téléspectateurs, c'est promis. Alors docteur, vous étiez en train de parler là d'un suivi d'un médecin à la fois urologue et psychologue. Je voudrais qu'on parle maintenant des traitements, s'il en existe. Le traitement de l'énurésie, oui, il existe un traitement médicamenteux, mais le principal traitement, c'est la mise en confiance de l'enfant. C'est-à-dire que c'est un enfant qui devra être encouragé par les parents parce que la première prise en charge... Même quand on sent l'odeur du pipi dans la maison, tout est mouillé, les matelas, et qu'on doit refaire, acheter de nouveaux matelas, ou bien même c'est la natte, hein, ça peut être la natte. Voilà, il faut quand même l'encourager. Tout à fait, parce que
ce serait à tort de se mettre à frapper l'enfant, de lui faire les reproches parce qu'il va rentrer dans un cercle. Donc, ce que vous dites quoi? Tu as pissé, tu as bien fait, mon fils, bravo, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu as fait pipi au lit, il faudrait l'encourager à lever sa literie, l'encourager à faire la lessive, donc de participer, c'est-à-dire à sa prise en charge et à l'entretien même de sa literie. Donc, c'est-à-dire un enfant qui a fait pipi au lit, tu lui dis simplement, il ne faut pas... vous lui donnez des conseils, quoi, qu'il essaye de faire des dessins sur un bout de papier de ses périodes sèches, c'est-à-dire que quand il n'a pas fait pipi au lit, il dessine un soleil. Si quand il a fait pipi au lit, il dessine le nuage. Comme ça, lui aussi va voir l'évolution. Occidental, ça, on est en Afrique, on a nos réalités. Oui, la pluie occidentale, ce n'est pas... Mais je veux dire qu'en Afrique, est-ce qu'on a l'habitude de gérer ce genre de choses-là, de cette manière-là? Justement, en Afrique, le fait simplement de frapper l'enfant, de l'humilier, ça entretient cette énurésie-là. Donc, au contraire, il faudrait encourager l'enfant à participer à sa prise en charge. C'est-à-dire, lui, établir une relation de confiance entre lui et son médecin. Donc, si c'est un enfant qui a déjà 10-15 ans, qu'il aille voir son médecin, lui seul, tout seul, et qu'il explique ses problèmes au médecin, que ce soit l'urologue, le psychologue, et lui expliquer aussi le carnaval, c'est-à-dire lui expliquer ce qui lui arrive, parce que très souvent les causes aussi, c'est qu'il a un sommeil qui est profond, un sommeil paradoxal. Vous allez voir, l'enfant vous dira toujours, en fait, chaque fois que je fais pipi au lit, c'est parce que je rêve que j'étais aux toilettes. J'ai cru que j'étais aux toilettes, j'ai même senti que je me suis... j'étais devant le... Ça, il y a un thème pour ça en Côte d'Ivoire, ici, Maloko le dormeur, il dort trop. Voilà, mais c'est ça, en fait, quand vous parlez de l'Occident et de l'Afrique, c'est la même chose. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont vous décrire ces rêves-là, on parle de rêve paradoxal, et lui expliquer que c'est réel, que ça peut arriver à tout le monde, et que même dans sa classe, il y a des enfants qui souffrent aussi de cette pathologie-là, mais qui, lui, il ne peut pas savoir parce qu'il n'est pas dans le cocon familial. Et faire participer aux parents en leur disant que le fait que l'enfant fasse pipi au lit, il faudrait que ça reste dans le cocon familial. Il ne faudrait pas le sortir dans la cour le matin. Frustrer l'enfant, voilà. Oh, pisseur, là, viens vite. Voilà, ne pas le comparer. Excusez le thème. À l'enfant du voisin en disant que tu vois ton ami Anthony, il a 5 ans, il est moins âgé que toi, il a arrêté de faire pipi au lit. Ça va créer cette image de frustration, de complexité dans son psychique. Et donc le traitement, il est plus psychologique. Mais sinon, il existe un traitement médicamenteux, mais qui est donné sur ordonnance médicale avec des explications poussées parce que derrière ça, il y a des effets secondaires. Voilà, que l'enfant devra prendre sur 3 mois. Et si le problème n'est pas résolu, il y a d'autres méthodes. Et en plus, en Afrique, il y a nos méthodes de grand-mère. Oui, lesquelles aussi, par exemple? Par exemple, c'est-à-dire encourager l'enfant à arrêter de boire à partir de 23 heures, éviter, à partir de 20 heures, pardon. Donc, avant 20 heures qu'il a cessé de boire, éviter qu'il ait son espace à lui seul, c'est-à-dire qu'il dessine dans la chambre son territoire que ses frères ne vont pas prendre et savoir qu'il est déjà un grand garçon, il est responsable, si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et surtout, encourager la communication, que chaque fois que tu veux faire pipi, tu viens me dire ou bien laisser une petite lampe à son chevet pour que la chambre ne soit pas obscure. Et qu'il ait le courage de se lever quand il sent qu'il veut aller faire pipi. Très bien. Alors, docteur, est-ce que là, on parle de traitement, mais est-ce qu'on peut prévenir même l'énurésie? Non, il n'y a pas de prévention à l'énurésie en tant que telle. Dit qu'on va prévenir, puisqu'on ne constate l'énurésie que lorsqu'on se rend compte que l'enfant a plus de 5 ans et qu'il continue de faire pipi. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est pathologique. Maintenant, dit qu'on va essayer de donner des médicaments pour prévenir l'énurésie, à ma connaissance, non. C'est juste que lorsque c'est constaté, il y a des mécanismes qui se mettent en jeu pour pouvoir aider cet enfant-là. Ok, donc dessiner des soleils. Ça, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Alors, le message, il est bien passé, docteur Annie. Nous étions avec docteur Annie Kameni. Elle est médecin en urologie et avec elle, nous avons décidé de parler aujourd'hui de l'énurésie. Notre second invité... Oui, docteur. Juste avant de finir, je voudrais demander au docteur Kameni, dans votre pratique, est-ce que vous avez de bons résultats? Oui, actuellement, je suis 2 jeunes patients. L'un a 12 ans et l'autre, il a 15 ans.
et ça se passe plutôt bien. Et je ne suis pas encore arrivée au traitement médicamenteux avec eux parce que, comme je disais, c'est une collaboration entre urologue et psychologue. Alors, j'ai un psychologue qui me coach chaque fois que j'ai un patient et il me dit... Donc, il faut savoir que chez ces enfants, il y a un fond anxiogène qu'il faut casser. Donc, ce sont les enfants chez qui on sera appelé à mettre des anxiolytiques. Et puis, avec la collaboration, c'est-à-dire rétablir la confiance en soi et la participation des parents qui devient secondaire. Parce que la première participation, c'est l'enfant et le médecin. Et ensuite, les parents qui sont là pour consolider à la maison. Ça se passe très bien jusqu'ici. Et en général, vous arrivez à avoir des résultats dans quel délai ? Parce que chez nous, en Afrique, ici, on est plutôt impatient. En fait, je pense qu'ici, en Afrique, très peu consultent. C'est ça le problème. Très peu. Même déjà, aller voir le psychologue pour un truc comme ça, c'est encore tabou dans nos mœurs. Mais dans un délai, cet enfant, je l'ai vu, ça fait déjà 3 mois. Je suis dans le 3e mois. Mais déjà, à 1 mois, j'avais déjà des résultats sur la fréquence. Et puis là, je vous dis, il devait venir. Bon, je lui ai dit que s'il y a des période de pluie, qu'il m'appelle ou qu'il vienne. Parce que c'est pendant cette période-là qu'il y a beaucoup de pipi. Non, quand je dis dans les dessins, quoi. Ah, okay. C'est des périodes de pluie qui viennent et qui m'appellent, mais jusque-là, il ne l'a pas fait. Je sais qu'il va bien. Voilà, c'est le soleil jusqu'ici. Merci, Dr Kameni. Alors, nous allons nous tourner vers notre second consultant. Il s'agit du Dr Aoussou Henry. Il est gastro-entérologue. Il a posé 2 questions pertinentes. Vous l'avez bien suivi. Avec lui, nous parlons aujourd'hui des hépatites virales B et C. Rebonjour, docteur. Bonjour Irène. Alors docteur, je voudrais, avant même qu'on ne parle des hépatites virales B et C, on va définir d'abord ce que c'est que les hépatites aiguës, les hépatites chroniques, pourquoi on parle de chronique, pourquoi on parle d'aigu. Merci Irène. Alors l'hépatite, tout d'abord l'hépatite simplement, c'est une atteinte, une inflammation du foie, une réaction du foie à une agression. Et cette agression peut être d'origine diverse. En l'occurrence ici, on parle d'hépatite virale parce que le facteur d'agressivité est un virus. En dehors du virus, on peut avoir d'autres causes qui seront des médicaments, qui seront parfois l'organisme lui-même qui s'attaque au foie parce qu'il le considère comme un corps étranger. On parle d'hépatite auto-immune, etc., etc. Alors, le distinguo entre l'hépatite aiguë et chronique, c'est important de le souligner parce que d'une manière générale, le terme aigu est un terme qui est mal perçu dans la population. Oui. Je ne sais pas si, du point de vue phonétique, c'est le rapprochement entre aigu et aiguille, mais on a tendance toujours à croire que aiguille, c'est quelque chose qui est très grave. Très non, grave, voilà, c'est c'est plutôt une question de temps. Une maladie qui est aiguë est une maladie qui vient de survenir. Tandis qu'une maladie chronique, c'est une maladie qui évolue dans le temps. Et qui dure. Voilà, et qui dure. Alors, dans le cadre des hépatites, on parlera d'hépatite chronique lorsque on aura la certitude que c'est une hépatite qui évolue depuis plus de 6 mois. Depuis plus de 6 mois. Depuis plus de 6 mois. Et en deçà, on restera dans la terminologie d'hépatite aiguë. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'aigu qu'on peut utiliser. Parce fait. Que généralement, dans l'entendement de tout le monde, c'est ça. Hein. Aigu, c'est ce qui est grave. Et puis chronique, on ne sait plus quel thème, comment les expliquer. Alors, docteur, défini ainsi, je voudrais maintenant qu'on parle de l'hépatite, les hépatites virales B et C. D'accord. C'est quoi l'hépatite? C'est quoi la différence? D'accord. Alors, les hépatites virales, donc des inflammations du foie dues à des virus, il y en a de 5 types. Les hépatites A, les hépatites B, les hépatites C, les hépatites delta et les hépatites E. Vous avez bien fait d'insister sur les hépatites B et C parce que ce sont les hépatites qui posent le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que les hépatites A, B et E sont des hépatites qui n'évoluent jamais sur le mode chronique. Okay. C'est-à-dire que... C'est aigu simplement. Voilà, c'est des hépatites qui vont venir et partir. On ne gardera pas une hépatite A, une hépatite E ou une hépatite A et E longtemps sur soi. Tandis que les hépatites B et les hépatites C et l'hépatite delta sont des hépatites qui peuvent
quand on a la chance d'être aigu et on en guérit. Par contre, c'est des hépatites qui peuvent perdurer dans le temps. Et c'est là où elles posent de sérieux problèmes parce que cette agression continue du foie va transformer le foie et on peut arriver à des maladies graves, notamment la cirrhose. Ce sont les conséquences Voilà, déjà. voilà. Donc peut-être que je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais juste dire que donc c'est important de faire le distinguo entre l'hépatite aiguë et chronique et les hépatites B, C et les autres. Ok. Entre l'hépatite B et l'hépatite C, il y a une qui ressemble, qui se contracte un peu comme le VIH. C'est laquelle? Exactement. C'est l'hépatite B. L'hépatite B se contracte effectivement comme le VIH, tout en sachant que le virus est beaucoup plus, 50 à 100 fois plus contagieux que le virus du VIH. Combien répété, docteur? 50 à 100 fois plus, on risque beaucoup plus de contamination avec le virus. C'est que le sida même, c'est rien du tout. Il est 50 à 100 fois plus contagieux que le virus du VIH. Du VIH. Donc, il se transmet donc, comme vous l'avez dit, par voie sanguine, par voie sexuelle, par la salive, donc par le baiser, et aussi par la voie materno-fétale, c'est-à-dire que la mère peut transmettre le virus à son enfant à la naissance. Et également, il y a la transmission qu'on appelle la transmission horizontale, c'est-à-dire que les enfants, entre eux, dans les jeux, en manipulant le sang de l'un qui est contaminé, on peut se retrouver contaminé par les. C'est-à-dire que le mode même de transmission fait déjà peur, parce que le VIH-Sida, par exemple, ça ne se transmet pas par la salive, à moins qu'on ne soit blessé sur la bouche. Mais l'hépatite virale B, la salive, c'est-à-dire même quand on s'embrasse simplement, il y a un risque Donc il faut éviter de s'embrasser, c'est tellement... Quand on n'est pas sûr, oui. Et l'hépatite C, comment on contracte? Tandis que l'hépatite C, c'est une hépatite qui se transmet surtout par voie sanguine, donc on a un terme médical par voie parentérale, c'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait une effraction de la peau pour que le virus entre dans le corps par un objet en général contondant, les aiguilles et autres. Comment on les reconnaît dans ce cas-là, docteur? Les signes? Alors, toutes les hépatites évoluent sensiblement de la même façon. Et le problème surtout que posent ces hépatites B et C, c'est que le plus souvent, dans la majorité des cas, c'est des hépatites qui sont asymptomatiques. On les a sans le savoir. Ah, mais ça, c'est grave. Dans la grande majorité des cas, on ne le sait pas. Il arrive que l'hépatite B, surtout l'hépatite B, parfois l'hépatite A, puisse donner ce qu'on appelle la jaunisse. Dans l'entendement ici, on parle souvent de palu, de crise de palu qui se complique d'ictère et d'hépatite. En fait, c'est l'évolution de l'hépatite aiguë B ou A qui donne ce tableau. Quelqu'un qui va faire comme un palu et après qui va commencer à avoir les yeux jaunes. Mais dans la grande majorité des cas, on développe une hépatite sans le savoir. Ça, c'est difficile. Non, mais comment on gère dans ce cas-là? Est-ce que c'est pareil pour l'hépatite C aussi? Encore plus. L'hépatite C, encore plus que l'hépatite B, est asymptomatique. Mais ça, on fait comment finalement quand on a des maladies qui sont asymptomatiques? Alors là, vous mettez le doigt sur l'importance du dépistage et avant ça, de la vaccination pour ce qui est de l'hépatite B. Ah, parce qu'il y a on en une parlera. Ok. Bon, du dépistage, comment se fait d'abord? Est-ce qu'on doit aller en consultation? Bon, c'est asymptomatique, vous dites, on ne peut pas les dépister, on ne peut pas les reconnaître, on ne peut pas savoir quand une personne fait de l'hépatite B ou C, on ne peut pas savoir. Elle ne peut pas savoir elle-même, sinon le médecin peut savoir. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut partir se faire consulter régulièrement? Comment on fait? Il faut attendre d'être malade d'abord pour faire toutes les analyses, les examens, comment? Dans l'histoire naturelle des hépatites B et C qui en chroniques, donc qui évoluent, qui perdurent dans le temps et qui en fait la gravité, c'est que justement, lorsque elles commencent à se manifester, on est déjà à un stade avancé, qui est malheureusement souvent le cas de cirrhose ou même pire, de cancer du foie. Donc on ne peut pas attendre d'être dépisté, d'être malade avant de se faire dépister. L'idéal, c'est que chaque personne se fasse dépister au moins une fois, notamment pour l'hépatite B. Partant de là, on saura son statut, soit cette
une personne qui n'a jamais rencontré le virus de l'hépatite B et qui n'est pas immunisée, donc on lui propose la vaccination. Soit c'est une personne qui est plutôt qui est déjà immunisée, donc le problème ne se pose plus, elle n'a plus besoin d'être dépistée. Pour l'hépatite C, il n'y a malheureusement pas de vaccin, mais le dépistage une fois permet de savoir son histoire et ensuite, en fonction des risques auxquels on a été exposé, c'est-à-dire qu'on a été exposé à du sang qui est entré dans son corps de façon accidentelle ou volontaire, on peut aller se faire dépister. Et enfin, quand on sait que dans 20 à 30% des cas, notamment dans l'hépatite C, on ne peut pas définir l'origine de la contamination, alors que c'est vraiment très clair, l'hépatite B, c'est la transfusion par du sang qui n'est pas sécurisé. Dieu merci, ici en Côte d'Ivoire, ce risque est devenu maintenant quasi nul. On peut le rencontrer également chez les toxicomanes. Je me pique, on se partage les seringues. Voilà, les scarifications, les tatouages. Les tatouages, c'est très à la mode chez les jeunes et chez les femmes. Donc toutes ces pratiques-là vous exposent à contracter l'hépatite B ou l'hépatite C et donc doit vous amener, quand vous avez été exposé à ces pratiques, à vous faire dépister. Pour des personnes qui font déjà la maladie, quel traitement pour les deux types d'hépatite? Alors, pour l'hépatite C, c'est devenu de plus en plus facile. On est parti de traitements très lourds, très coûteux, avec des résultats décevants, à des traitements maintenant beaucoup plus faciles à gérer, parce que administrés sous forme de comprimés, très bien tolérés, qui sont pris moins longtemps, parce qu'on partait des traitements de 6 mois à 1 an, à maintenant des traitements de 3 mois à 6 mois, et qui donnent de très bons résultats. Donc aujourd'hui, l'hépatite C, on peut considérer que c'est une maladie qui est facilement curable. Mais ce qui est plus difficile, c'est l'hépatite B. C'est l'hépatite B. En termes de guérison dans l'hépatite B, c'est rare. C'est vraiment très rare. On a deux types de traitements. On a un traitement qui a pour donc objectif de guérir, mais dont les chances, qui donne des chances de guérison vraiment minimes, moins de 30% dans le meilleur des cas. Mais ça tue. Mais cette maladie-là, vraiment. Mais l'alternative, justement, quand un patient est dépisté, l'objectif vraiment qu'on se donne n'est pas fondamentalement de faire disparaître le virus, mais c'est de l'empêcher de développer des conséquences de l'hépatite B qui sont la cirrhose du foie et le cancer du foie. Et donc, c'est des patients qu'on va mettre sous traitement. Malheureusement, actuellement, on peut considérer que ce sera des traitements à vie, comme dans le cas du VIH, donc sous traitement, pour empêcher le virus de se répliquer, de se multiplier. Dans le cas du diabète aussi. Voilà. Diabète, tension, c'est ce qu'on parle donc de maladies chroniques, tout ça c'est des maladies chroniques, et donc qui empêchent le virus de se répliquer, de se multiplier dans le sang, d'agresser le foie, et donc de développer la cirrhose du foie ou le cancer du foie. Parce que c'est l'objectif qu'on se fixe lorsque on dépiste un patient qui a l'hépatite B. Vraiment, vraiment merci docteur. Donc l'hépatite B, on retient que c'est une maladie très dangereuse et il faut faire attention. Comment prévenir dans ce cas cette maladie? On a dit que ça se transmet par voie sanguine, par la salive. Comment prévenir? La prévention passe par la vaccination, donc dépistage, vaccination, et également par des mesures d'hygiène rigoureuses dans les hôpitaux et dans tout ce qui doit provoquer une effraction sanguine, une effraction cutanée. C'est-à-dire dès l'instant où on doit être amené à poser un geste qui va nécessiter une effraction cutanée, c'est une injection, une piqûre, tout ça, il faudrait que ça se fasse dans les conditions d'asepsie les plus correctes. Et il faudrait que toutes les personnes qui sont habilitées, qui sont amenées à poser ces actes sur des patients, soient elles-mêmes dépistées et traitées. Donc, un patient peut exiger que celui qui va poser ce genre d'acte sur lui puisse être dépisté d'abord. Normalement, lui fournit la preuve qu'il n'est pas malade. Dans la pratique à l'hôpital, c'est ce qui doit être. Et secondairement, c'est pour ça qu'il est important que les soins soient administrés par des personnes qui portent des gants.
Ça, pour celui qui administre les soins, il y a deux avantages, il y a deux objectifs. Il se protège lui-même et il protège le patient. Okay. Donc, c'est un élément important qu'il faut savoir, exiger que les personnes qui vous administrent des soins vous donnent des gants. Ça sera difficile de lui demander, monsieur, madame, êtes-vous... Est-ce que vous-même, vous êtes fait dépister? En mettant des gants, vous êtes à l'abri d'être contaminé. Très bien. Docteur Annie, pour la dernière question, est-ce que vous qui suivez des cas d'énurésie, il arrive parfois que vos patients soient atteints aussi d'hépatite B? Comment vous gérez quand c'est le cas? Très souvent, puisque ce sont des enfants qu'on reçoit. Bon, c'est vrai qu'il y a l'énurésie chez les adultes, mais franchement, personnellement, j'en ai pas encore eu parce que, comme je vous dis, c'est une pathologie qui est encore considérée tabou. Donc, ils ont honte, ils ont souvent peur de venir consulter. Donc, très souvent, c'est les enfants, les jeunes adolescents qui sont accompagnés par les parents et qui viennent consulter. Donc, chez ces enfants-là, étant donné que dans le calendrier de vaccination, le vaccin de l'hépatite est inclus, donc d'office, ces enfants sont protégés puisqu'ils sont vaccinés depuis la naissance. Donc, c'est difficile de voir ça de nos jours quand même parce que dans tout le monde, l'OMS a inclus dans le calendrier de vaccination le vaccin contre l'hépatite B. Et pour les personnels de santé aussi, il est exigé, bon, c'est vrai, je ne sais pas si c'est la règle en Côte d'Ivoire, mais il est exigé que tout personnel soignant doit avoir fait son vaccin contre l'hépatite B pour être protégé. Parce que comme le docteur l'a dit, voilà, le meilleur traitement, si je devais dire ça comme ça, entre guillemets, de l'hépatite virale B, c'est le dépistage et la vaccination. Donc, il vaut mieux anticiper sur la maladie avant qu'elle ne soit là. Et bon, le traitement est disponible. Bon, vous me permettez, docteur? Oui, c'est disponible à l'Institut national d'hygiène publique. Ça coûte 3 500 francs. Merci pour la publicité. Mon chef va m'interpeller là-dessus. Non, c'est une institution publique. Ah, okay. Voilà. Mais quand même. Voilà. Donc, ça coûte 3 500 francs. Et à 3 doses, on est protégé contre l'hépatite virale B. Donc, ce serait vraiment important qu'on le fasse, étant donné que de nos jours, depuis pratiquement peut-être plus de 10 ans, tous les enfants qui naissent sont a priori protégés, vaccinés, donc protégés contre une éventuelle hépatite virale. Mais l'efficacité de ce vaccin-là, c'est sur combien de temps? Alors, normalement, Parce que je suppose que des personnes adultes qui font actuellement la maladie ont peut-être été vaccinées et qu'il y a eu un délai qui est passé, ou bien quand on est vacciné, c'est pour la vie? Alors, quand on est vacciné, c'est pour la vie. Et donc, après, le schéma vaccinal se fait sur 6 mois. Après 6 mois, on est protégé. Mais en général, je vais le dire rapidement, en général, concernant l'hépatite B, la majorité des personnes qui développent une hépatite B chronique, donc qui restent dans le temps, sont des personnes qui ont été contaminées à la naissance ou dans la petite enfance. Ah, okay. Et donc, c'est des personnes qui, après, dans la vie adulte, peuvent se faire vacciner. Mais cette vaccination, malheureusement, ne leur aura rien apporté parce qu'elles auraient été contaminées dans l'enfance. D'où l'importance actuellement, c'est important de souligner, de dépistage chez la mère, chez les femmes enceintes, de manière à ce que des mesures soient prises pour que l'enfant à la naissance ne soit pas contaminé. Très bien, merci beaucoup, cher docteur. Vraiment, on a énormément appris. C'est un sujet assez intéressant, 2 sujets assez intéressants, l'énurésie et les hépatites virales B et C. Nous terminons ici. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagné avec à sa tête notre réalisateur Aimé Bodje. À la semaine prochaine. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.